la chance n'existe pas, c'est les hard work qui délivrent en fin de compte. C'est cette volonté d'y arriver. Arrêtez de parler de chance, de connexion, qu'il faut connaître des gens pour pouvoir évoluer au Maroc. Ça ne dépend que de vous, ce n'est pas facile. Bienvenue dans Success Conversation. Notre objectif avec ces vidéos est de vous éclairer, de vous inspirer, de vous aider à vous dépasser et à progresser vers la meilleure version de vous-même. Mon invité a un parcours rare. Salaheddine Mouadib est une figure emblématique du secteur FMCG au Maroc. Il est né dans un petit village, Ouled Yaïch, près de Bni Mellel, de parents autodidactes, et réussit à décrocher son diplôme d'ingénieur à l'École centrale de Lyon en 1993. Il intègre Procter & Gamble pendant 5 ans, où il débute dans la production, puis dans les ressources humaines. Il est chassé pour être général manager de Oriflamme, un des leaders suédois dans la vente directe de cosmétiques, où il manage 45 000 distributeurs indépendants pendant 3 ans. Il se lance ensuite dans l'entrepreneuriat en créant en 2002 Avendis, qui devient en 5 ans le leader national de la distribution des produits de grande consommation. Il est en parallèle CEO de 2001 à 2008 de PGC Group, un groupement de 20 entreprises avec un effectif de plus de 1200 personnes dans les soft drinks, les détergents, la distribution FMCG et l'acier. En 2009, la famille Kabaj fait appel à lui pour développer le groupe Olka dans la cosmétique de luxe. Il rejoint en 2011 les domaines agricoles pour chapeauter la BU des produits laitiers qu'il dirige pendant 3 ans. Il est chassé en 2014 par le géant indien Varun, un des plus grands partenaires de PepsiCo dans le monde, pour occuper la position de direction générale, poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Salaheddine, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, surtout en ces temps de reprise. On est le 12 juin 2020, donc je sais que tu es extrêmement occupé. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter personnellement et nous parler un peu de tes origines? Très bien, donc j'ai 49 ans. Je suis papa de 3 enfants, donc j'ai 2 garçons et une fille, 17 ans, 15 ans et 12 ans. J'habite à Casablanca, bien évidemment. Alors j'ai grandi, j'ai passé mon enfance à Bni Mellel, donc dans la région de Bni Mellel. Alors plus exactement dans un petit village qui s'appelle Ouled Yaïch, qui était un tout petit village à côté de Bni Mellel. Et c'est là où j'ai fait mon école primaire. Donc c'est une petite école dont je suis franchement très très fier, qui a formé beaucoup de cadres au Maroc. Après l'école primaire, donc j'avais fait mon collège toujours dans la région, à Dar Ould Zeidouh, s'il y a des gens qui connaissent Dar Ould Zeidouh. Oui, c'est intéressant de le dire, effectivement. C'est une petite ville pas loin de Bni Mellel qui est dans l'histoire du Maroc aussi. Et après tout ça, j'ai passé donc mon lycée à Bni Mellel, donc en ville, avant de partir en France, où j'ai fait mes classes préparatoires. Donc j'ai eu la chance de partir à Lyon. Et après ces classes préparatoires, j'ai fait mon école d'ingénieur, l'école centrale de Lyon. Très rapidement, donc juste après l'obtention de mon diplôme, donc je suis revenu au Maroc. Est-ce qu'on peut revenir un peu, parce que j'ai la chance d'avoir eu cette information, sur ce qui a fait que tu as fait ce beau parcours aussi un peu, tu m'as parlé de ton père il y a quelque temps, et ce qui vous a inculqué comme valeur en fait? Absolument. Alors mon père est un facteur assez important dans l'évolution de toute ma famille en fait, parce qu'il a grandi dans ce petit village donc il était dans l'agriculture. Enfin, ses parents étaient dans l'agriculture, donc une famille très modeste. Et il a eu la chance de partir à la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était un soldat normal, qui est parti à la Deuxième Guerre mondiale. En Europe, en Italie, puis en France, puis en Allemagne. Et après 1945, donc après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il est revenu au Maroc. Et il a tellement aimé cette expérience, non pas de guerre, mais l'expérience de découverte, qu'il a demandé à repartir en Indochine. Donc, et au retour de ces 2 expériences-là, mon père n'a pas fait d'études, c'était un autodidacte. Il a réussi à apprendre le français et l'allemand en revenant de cette expérience-là. Et il me racontait qu'il voyait un gap tellement énorme entre l'Europe et le Maroc,
Et lui, jeune à l'époque, il avait 17-18 ans, il se posait la question d'où venait tout ce gap-là. Et il me disait qu'il avait compris que ça venait des études et du savoir. Et que, en fait, cette civilisation européenne, elle a mis beaucoup d'énergie pour apprendre. Et c'est ce qui fait qu'ils étaient très différents du Maroc. Donc, en revenant de cette expérience de guerre, il avait un seul objectif, c'est que tous ses enfants aillent à l'école et qu'ils aient des études supérieures. Alors que si on met ça dans le contexte de l'époque, il avait 7 enfants, on est 4 sœurs et 3 frères. Si on met ça dans le contexte, dans un petit village où ils faisaient de l'agriculture, la norme c'était qu'un ou deux garçons vont partir à l'école, les autres vont aider à l'agriculture, les filles ne vont pas à l'école. Alors que mon père s'était donné ce challenge de dire tout le monde va à l'école et tout le monde va faire des études. Et je pense qu'il l'a très bien réussi. Donc, une partie de mes frères et sœurs ont fait des doctorats en recherche, d'autres ils sont au ministère des Finances, un autre il est expert comptable au Canada. Et donc, on lui doit beaucoup, en fait, de ça. Très intéressant. Alors justement, tu allais commencer à parler de ton parcours. À partir de quel moment est-ce que tu as fait un choix conscient d'orientation, motivé par ce qui t'anime, en fait, et ce qui t'inspire? Alors, pour être très honnête, ce choix n'est pas venu très tôt. Donc, ce n'est pas un choix que j'ai fait au lycée ou au bac. J'avais fait un parcours où presque on me poussait à faire des choix que je n'avais pas fait moi-même. J'avais des bonnes notes, on m'a dit tu fais sciences maths, ce qu'on appelait sciences maths à l'époque, qui est l'équivalent du terminal C. Ayant eu des bonnes notes, on me dit il faut faire des classes préparatoires. Donc je fais des classes préparatoires. Et en arrivant en classe préparatoire, bien évidemment, la seule issue était de faire une école d'ingénieur. Donc j'ai fait école d'ingénieur. Mais pour moi, personnellement, étant donné que j'ai grandi dans une famille, que ce soit mes frères et sœurs ou mes cousins, qui était une famille de recherche, donc tout ce monde-là était dans la recherche, que ce soit en chimie, que ce soit en informatique, en robotique. Donc c'était le seul modèle que j'avais en tête. C'est de faire ingénieur, d'accord, parce que j'avais fait les classes préparatoires, mais de revenir à la recherche. Donc c'était gratifiant sur le plan intellectuel et j'ai eu la chance de faire mes premiers stages avec P&G, avec Procter & Gamble, qui sont venus nous chercher en France. J'ai eu cette chance de découvrir le monde de l'entreprise. Et c'est ces premiers stages en réalité qui ont changé mon choix parce que j'ai découvert que dans l'entreprise, il y a d'autres aspects de la personnalité, en tout cas de ma personnalité, que je pourrais explorer, que je ne pourrais pas faire dans la recherche. Donc dans la recherche, on est plus dans la réflexion intellectuelle, on est dans l'intelligence scientifique, alors que dans le monde de l'entreprise, il y a d'autres aspects sociaux, de personnalité, de communication. Et c'est là où j'ai eu un petit déclic en disant, tiens, ce monde de l'entreprise m'intéresse. D'accord. Alors presque 30 ans, waouh, c'est impressionnant dans le secteur du FMCG. Quelles sont selon toi tes plus grandes forces qui ont favorisé ce succès? On parlera ensuite des différents environnements que tu as vécu, à la fois multinationales, entreprises marocaines et entrepreneuriat. Mais quels sont les facteurs du succès selon toi? Alors je dirais que un des éléments majeurs, c'est la gestion des gens et des ressources humaines et l'interaction avec les gens, très honnêtement. Autrement dit, le diplôme en tant que tel, ou ce que j'appelle moi l'intelligence purement scientifique, ne participe qu'en partie à la réussite professionnelle, de l'entreprise en tout cas, dans le type d'entreprise dans lesquelles j'évolue. Mais c'est beaucoup plus les aspects de leadership, et comment on interagit avec les gens avec qui on travaille. Que ce soit les collègues, que ce soit des clients, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des partenaires. Je pense que j'ai eu cette chance, ou du moins j'ai travaillé sur cet aspect-là, pour pouvoir évoluer, pouvoir toujours en fait, donner une vision aux gens, pouvoir fédérer des équipes, c'est très important. J'estime, en tout cas les gens avec qui je travaille ou les amis qui me sont proches, me disent peut-être que j'ai une qualité, c'est la qualité d'écoute. C'est que j'écoute beaucoup les gens avant de prendre des décisions et ça permet aux gens de s'ouvrir. Donc quand on écoute les gens, on n'est pas là pour dire moi je suis le boss et je prends des décisions. Donc cette qualité d'écouter les gens, quel que soit leur niveau dans l'entreprise et quel que soit le niveau où j'étais dans l'entreprise. C'est-à-dire quand je gérais des ouvriers, j'écoutais des ouvriers, quand je gérais des managers, j'écoutais des managers. Je pense que c'est une qualité qui est très importante. Donc c'est finalement une sorte de définition du leadership pour toi, hein, tout ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si tu veux résumer un peu, c'est quoi pour toi, du coup, les ingrédients du leadership? Parce que tu as l'air de dire que c'est ça finalement la plus grande clé du succès de ton parcours. C'est un des éléments majeurs. Pour moi, c'est un des éléments majeurs de la gestion des ressources humaines parce que
Si tu vois un petit peu mon parcours, j'ai évolué effectivement dans le FMCG, mais des FMCG qui sont très très différents. Donc d'abord de la multinationale, de l'entreprise locale, de l'entrepreneuriat. Il y a des éléments communs, mais ce sont des environnements très, très différents. Donc ce que je trouve de commun à ça, c'est effectivement cette capacité d'interagir avec les gens. Ceci dit, ce n'est pas le seul élément dans le leadership. Moi, il y a une définition que j'adore dans le leadership, que j'ai apprise il y a une vingtaine d'années. Tu dois connaître le livre, qui s'appelle Seven Habits, qui est un basique dans le management de Stephen Covey, où il résumait le leadership en 3 E. Les 3 E, c'est envision, energize and enable. Et si je regarde les 3, bon, maintenant il y a d'autres modèles et d'autres définitions, mais pour ne pas rester en fait théorique sur cette partie de leadership, le envision, c'est effectivement pouvoir créer une vision. Donc, si on veut gérer une équipe, pas forcément une société, mais gérer une équipe, il faut que cette équipe sache où est-ce qu'on veut aller. Ça paraît simple à dire, mais ce n'est pas toujours facile. C'est-à-dire, si on pose cette question à tous les managers, peut-être pas tous les managers auront réfléchi à cette question-là, quel que soit leur niveau dans l'entreprise. Donc, c'est créer cette vision, il faut que l'équipe sache où est-ce qu'on veut aller. Ça, c'est le premier. L'élément, c'est le deuxième élément qui est energize. Et c'est là où rentre cet aspect en fait, de gestion des gens. C'est pouvoir créer de la motivation à l'intérieur d'une équipe ou d'une société. Et c'est un élément que le leader doit avoir. Donc, il ne suffit pas d'avoir une stratégie claire en disant « Ok, j'ai une stratégie qui est très claire, j'ai des plans d'action qui sont très clairs », mais l'exécution de ça n'est pas évidente. Parce qu'entre les deux, entre la stratégie et ces plans d'action et le résultat, il y a un élément qui est l'élément humain. C'est qui sont les gens qui vont exécuter ça. Et donc cet élément humain doit être énergisé, si je peux utiliser ce terme-là. Et donc j'estime que c'est un élément, c'est un des piliers du leadership. Le troisième qui est le enable. Enable, ça veut dire quoi? C'est donner les moyens aux gens pour le faire. Et c'est ça le rôle aussi d'un leader. C'est-à-dire que je peux être demanding avec mes gens, je leur demande d'arriver, de délivrer un certain nombre de résultats, mais quand ils demandent les moyens pour y arriver, il faut aussi savoir aller se battre pour son équipe. Donc si je dis n'importe quoi, si j'ai un responsable commercial d'une région, j'ai des superviseurs, j'ai des vendeurs, ou je suis dans une usine, ou je suis dans un call center. Donc il faut pouvoir aussi aller se battre pour son équipe et lui ramener les moyens. Et c'est ça un leader. Excellent. Salahdine, un leader ou un poste de dirigeant se doit d'avoir une vision. Et souvent, certains talents peuvent percevoir cet élément comme théorique. Est-ce que tu as une image ou une simplification justement de la vision? Comment est-ce que tu pourrais mettre en valeur l'importance de la vision justement du leader? Alors, je vais donner une schématisation ou une image en fait que j'avais... je ne sais plus si je l'avais lu dans un livre, ça a été dans une des formations que j'ai reçues, que j'avais adoré, où on comprenait ce que c'est cette notion de vision chez un leader par rapport à un très bon manager. Alors, si on met des gens dans une situation, on ramène une équipe dans une forêt avec un manager, et on leur dit, voilà, on a 2 heures pour couper le maximum de bois. Alors, qu'est-ce que va faire un manager? Donc, un très bon manager, il va prendre l'équipe, il va regarder les compétences de chacun, il va partager le travail, il va essayer d'optimiser pour dire, OK, il y a des gens qui coupent, il y a des gens qui vont ramasser le bois, en combien de temps on peut faire ça, comment on peut gagner du temps masqué, etc., etc. Ça, c'est un très bon manager. Maintenant, un leader, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire, donnez-moi 1 minute, il va monter un arbre pour voir en fait la forêt d'en haut, et c'est là où on revient en fait à la notion de vision. Il va regarder d'abord cette forêt, dans quel sens il faut aller. Il va descendre et il va dire à son équipe, les gars, on n'est pas dans la bonne direction, il faut aller dans cette direction-là. Et c'est une fois il a ça, qu'il va remettre sa casquette de manager pour dire maintenant on va aller optimiser. Et c'est ce qui fait un petit peu la différence entre un très bon manager et un bon leader. C'est cette idée de dire j'ai une vision, je sais où aller et c'est ça qui va donner du résultat. Absolument, très intéressant. Alors, après un très très beau parcours, notamment dans la multinationale, tu as fait le choix d'entreprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a attiré dans l'entrepreneuriat et aussi ce que tu as pu développer comme force durant cette période, ou en tout cas après cette période, parce que tu es revenu ensuite dans le salariat après avoir vendu ton entreprise? Alors l'entrepreneuriat, effectivement, je pense que c'est le rêve de tout un chacun, c'est de pouvoir entreprendre un jour.
D'ailleurs, j'ai adoré la publication d'un entrepreneur marocain dernièrement qui avait dit je souhaiterais que chacun crée une entreprise au moins une fois dans sa vie pour savoir qu'est-ce qu'on vit en créant l'entreprise et les difficultés qu'on a. Donc, moi, j'avais fait ce choix en me disant, voilà, si je veux créer mon entreprise, je ne vais pas attendre l'âge de 50 ans, 60 ans pour le faire. Et à un moment, il faut faire ce choix-là. Donc, je l'ai fait à l'âge, je pense, de 29 ans ou de 30 ans, de dire, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que même en ayant rejoint l'entreprise, j'avais toujours ça en tête en disant, oui, peut-être que l'entrepreneuriat, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, j'ai fait une expérience de pratiquement 7 ans, où j'ai créé avec des associés et des partenaires une société de distribution qui s'appelle Avendis, qui existe toujours, qui a été reprise par un groupe marocain. Alors, c'est une expérience qui était intense, très honnêtement, très très intense, parce qu'effectivement, ayant grandi ou évolué dans les multinationales avant, que ce soit Procter & Gamble ou que ce soit Oriflame après, on apprend énormément de choses dans la multinationale. Donc, ce sont des écoles de management, de marketing, de commercial, de gestion humaine. Mais quelque part, on restait un petit peu protégé, je dirais, on était un peu dans une bulle par rapport au monde extérieur du contexte maroco-marocain. Alors quand on fait de l'entreprise, on est projeté dans ce contexte-là, où on doit aller gérer de l'administration, on doit gérer des difficultés de tous les jours, de la trésorerie, des banques, chose qu'on ne fait pas forcément quand on était dans un poste, dans une multinationale ou dans une entreprise marocaine. Donc c'est cette découverte. La polyvalence, finalement, le fait d'être agile, de toucher à Alors tout. on est obligé effectivement d'être très polyvalent parce qu'on peut faire, on n'est pas spécialisé dans une chose. On fait de la logistique, on fait du commercial, on fait du marketing. On a des problèmes avec des tribunaux, il faut aller aux tribunaux. On a des problèmes d'administration, il faut aller faire face à ça. Des problèmes de recouvrement. Donc je pense que l'entreprise, quand on fait de l'entrepreneuriat au Maroc, on comprend le business marocain avec une vitesse très accélérée. Très accélérée. Un exemple que je donnais toujours quand j'avais lancé mon entreprise, c'est que quand j'étais responsable, quand arrivait la fin du mois pour payer les salariés, je ne me posais pas la question est-ce que j'avais de l'argent dans le compte ou pas, parce que quelqu'un d'autre dans le groupe s'occupait de ça. Quand on est un entrepreneur, eh ben, c'est une question qu'on commence à se poser à partir du 20 du mois, de dire est-ce que j'ai la trésorerie pour faire ça. Donc c'est une expérience extrêmement riche. Et cette combinaison, effectivement, de toute la formation de la multinationale et de l'entreprise marocaine m'a énormément aidé dans ma carrière plus tard. Salah Eddine, on sait que c'est souvent les échecs, malgré qu'ils soient douloureux, qui nous font grandir et qui nous permettent vraiment d'apprendre. Est-ce que tu peux partager avec nous un échec ou une grosse épreuve que tu as pu vivre et comment est-ce que tu en es sorti grandi ? Alors, je pense que les plus grosses difficultés que j'ai eues, c'est quand on fait de l'entrepreneuriat. Parce qu'effectivement, on n'est pas protégé, on n'appartient pas à des grands groupes. On a créé une entreprise où on a pu choisir certains contrats parce que j'étais distributeur de sociétés, oui, où on avait perdu beaucoup d'argent, qui étaient des gros échecs, alors que tout le business plan disait le contraire. On a frôlé la faillite certaines périodes à cause de la trésorerie. Et c'était des moments très douloureux. Alors, l'apprentissage, je dirais, de cette expérience particulière, c'était le fait que quand on est entrepreneur, on est à la recherche du chiffre d'affaires. On veut grandir, on veut montrer des chiffres, on veut dire qu'on fait du 100 millions, du 200 millions, du 50 millions. Et cette course vers le chiffre d'affaires peut nous mener vers la faillite. Alors qu'il faut gérer la croissance, mais pas le chiffre d'affaires. Il faut gérer la croissance, et quand on dit gérer la croissance, ce n'est pas uniquement aller courir vers le chiffre d'affaires, c'est courir vers le chiffre d'affaires profitable, avec les moyens qu'on a. Et ça, c'est parmi quelques erreurs que j'avais faites dans cette entreprise, ce qui m'a d'ailleurs poussé plus tard, je dirais, à vendre aussi. Il y avait d'autres éléments, mais c'est un des éléments. C'est qu'on a fait trop grandir la société par rapport aux moyens qu'on avait. Et donc, on devenait très fragile. À n'importe quel moment, n'importe quelle petite secousse de trésorerie pouvait faire, descendre l'entreprise. Donc ça, c'était un des apprentissages. C'est chercher la croissance solide, profitable et avec les moyens qu'on a. Ne pas chercher à grandir à tout prix. Absolument. Belle leçon en tant que décideur aujourd'hui de multinationales aussi. Alors, quelle est ta définition de l'épanouissement ? Tu sais que je suis convaincue qu'il y a
plus de 99% de lien entre l'épanouissement d'un individu et sa performance. Tu as été très performant durant tout ton parcours. Comment est-ce que tu définis l'épanouissement et comment est-ce que tu vois justement ce lien avec ta performance? Alors c'est une question très, très compliquée et très difficile et je pense que même tous les spécialistes de management aujourd'hui n'ont pas encore trouvé la vraie réponse à ça. Juste comme anecdote, je lisais dernièrement sur la revue de Harvard Business Review qui remettait en cause ça en disant il n'y a pas de life balance, c'est où on travaille ou on ne travaille pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Je pense qu'avec tous ces nombres d'années d'expérience, je dirais que l'erreur qu'on se fait, c'est de dire je vais trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Et ça, on n'y arrive jamais. Parce qu'on se retrouve un peu bouffé par le travail. Et on reste frustré en disant ouais, finalement, je n'ai pas suffisamment de temps pour m'occuper de moi. Je pense qu'avec les années, on se dit il faut que cet épanouissement soit aussi dans le travail. Et c'est que notre vie, c'est celle-là. On travaille, on a notre vie personnelle. Il ne faut pas dissocier les deux en disant ok, j'ai un moment pour le travail, il faut que je fasse un switch off et je switch vers une vie et c'est là où je vais trouver le bonheur. Et ça, c'est une grosse erreur. Bon, j'aurais aimé avoir cette sagesse quand j'avais 23 ans, 24 ans, quand j'ai démarré ma carrière. Il y a des avantages à l'âge. Oui, absolument, c'est les avantages, c'est l'avantage de l'âge et de l'expérience. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. C'est qu'il faut être heureux même dans l'entreprise. Alors c'était ça mon point en fait, excuse-moi, mais je t'ai laissé volontairement nous présenter ton raisonnement. Au niveau professionnel, comment tu définis l'épanouissement? Qu'est-ce qui fait selon toi qu'on est épanoui dans ce qu'on fait? Alors, et est-ce que c'est important? Mais là, tu viens de dire que c'est très important. Moi, franchement, j'estime que c'est important pour la personne, c'est important pour la performance également. C'est-à-dire que si je travaille dans un environnement où je me sens oppressé, je sens qu'il n'y a que des ondes négatives, il est clair que les gens ne vont pas délivrer, ils ne vont pas donner de résultats. On est des humains. Donc si on se sent dans un environnement où c'est positif, on se sent bien, même les résultats s'en ressentent. Et je pense qu'il y a beaucoup d'études de management et sociologiques sur ça. Alors, maintenant, la question c'est est-ce qu'on va juste dire il faut aller trouver une société où il y a une bonne ambiance et c'est là où je vais m'épanouir? Ou est-ce qu'on va se dire non, moi en tant que manager, qu'est-ce que je peux faire comme individu dans cette entreprise pour créer cette ambiance? Parce que la culture, ce n'est pas quelque chose qui tombe. La culture, c'est une main invisible dans une société. Elle est créée par les individus de la société. Elle n'est pas... Il y a des procédures qui sont créées par les groupes ou par les multinationales. Il y a des process. Mais la culture, elle est créée par les individus qui travaillent. Donc si on veut faire de l'épanouissement, il faut participer à créer cet épanouissement-là. Et je pense que c'est là où ça ne peut pas être le travail d'un leader ou d'une personne, c'est le travail de tout un chacun. Complètement. Alors, tu connais très très bien le secteur du FMCG. J'aimerais savoir un peu, selon toi, quelles sont les spécificités marocaines du secteur. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement, peut-être aussi de ce qui permettrait, quelles seraient les qualités pour réussir dans le secteur du FMCG pour tous les talents que ça intéresse, qui y sont déjà ou qui sont attirés par ce secteur qui est quand même, qui va vite et qui attire beaucoup les candidats? Alors, le FMCG, bien évidemment, c'est une des grosses parties de l'économie en général. Je dirais que la spécificité, pas uniquement du Maroc, de n'importe quel pays, c'est cette différence entre le marketing d'un produit, qu'on peut gérer du Maroc comme on peut gérer de n'importe où du monde. Aujourd'hui, ça se centralise énormément. Et la gestion du terrain. Si je prends un produit X que je veux vendre au Maroc, je peux venir du Japon, et j'ai mon produit, je le connais très bien, je sais maîtriser sa qualité, donc je suis capable de le maîtriser de la même manière au Maroc. Je sais comment parler aux consommateurs, il y a des process pour ça, je vais faire des études de marché pour dire qu'est-ce qui va parler à un Marocain. Donc ça, c'est des process internationaux qui n'ont rien de spécifique au Maroc. L'étude de marché, l'étude du consommateur, le process est le même. Le résultat, bien sûr, on va sortir quelque chose de spécifique. Mais après, pour aller vendre ce produit sur le marché, c'est là qu'on fait face à la réalité marocaine. Si je suis en Angleterre, je vais être en face de chaînes de distribution très puissantes. Et donc, il faut un savoir-faire par rapport à ça. Si je suis au Maroc, je suis en face de 140 000 points de vente, de détaillants à travers tout le Maroc. J'ai des grossistes en face de moi, j'ai des souks ruraux, il y a plus de 1000 souks au Maroc. J'ai de la distribution moderne. Donc, il y a tout un...
Et ça, c'est très spécifique au Maroc. Au Maroc, exactement. Donc le poids de chaque canal est très spécifique au Maroc. Donc cette connaissance du Maroc, ce n'est pas la connaissance d'une multinationale en général. C'est une connaissance que même la multinationale apprend au Maroc, en utilisant bien évidemment un certain nombre de process qu'ils ont. Et donc c'est ça la spécificité. Donc pour dire comment réussir dans le FMCG, moi je pense que c'est cette connaissance du marché, je ne parle pas du consommateur. Le consommateur, il y a des manières de le connaître, de le comprendre. Quel que soit le pays, et on peut, encore une fois, je peux être une multinationale irlandaise, je vais au Nigeria, je vais faire le même process pour comprendre le consommateur. Mais le marché, c'est une connaissance purement locale. C'est ce qui fait d'ailleurs que malgré la puissance de certaines multinationales, il y a quand même des opérateurs locaux qui arrivent à devenir leaders sur certains marchés. Pourquoi? Parce que des fois, ils ont cette petite avance sur la connaissance du marché marocain. D'accord, très intéressant. Et donc du coup, les qualités pour quelqu'un qui veut rejoindre ou qui veut faire carrière dans ce secteur du FMCG? Alors le FMCG, je pense que c'est un secteur où il y a énormément d'interactions humaines. Parce que quand on fait de la grande consommation, on parle au Maroc à 35 millions de consommateurs, on parle à un trade qui est aussi très éclaté, donc qui est énorme. Je pense que la qualité de la relation humaine est fondamentale pour réussir dans le FMCG. Même si on est des fois on croit parce qu'on est par exemple dans un département financier, et ben, que je sois dans le FMCG ou que je sois dans le service, c'est pareil. Ben, si vous êtes dans le FMCG, dans la finance, vous allez tôt ou tard avoir à traiter avec les clients, avec ces gens-là. Donc il faut aimer ça pour pouvoir réussir dans le FMCG. Il y a d'autres secteurs où on n'est pas forcément, on a besoin de votre intelligence intrinsèque pour délivrer, pas forcément de ce côté relationnel. Le relationnel est très important dans le FMCG. D'accord, merci. Dernière question, Salaheddine. Quel conseil tu donnerais à des jeunes ou à des personnes qui parfois peuvent connaître des difficultés dans le monde professionnel pour justement s'accrocher, se battre et tout faire pour se réaliser? Alors, je dirais, bien sûr, il y a plusieurs conseils, mais pour moi, il y en a un qui est majeur. C'est que quand on fait un boulot, il faut y aller jusqu'au bout. Parce que ce que je sens, par exemple, de cette nouvelle génération, le fait qu'on gère des entreprises où on a des gens qui viennent, qui partent, c'est qu'on a tendance à vouloir aller très vite. C'est-à-dire quand j'ai un job, au bout d'1 an, 2 ans, j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie d'aller très vite. Moi, je pense que la maîtrise de ce qu'on fait, pas forcément la maîtrise technique, c'est de pouvoir délivrer. Je dis n'importe quoi, je suis un opérateur machine, je suis un cadre dans une banque. Ce qu'on me donne à faire, je dois délivrer, je dois me donner à fond dans ce qu'on me donne à faire. Et c'est cette attitude-là qui va définir la carrière plus tard. Ce n'est pas la technicité du job lui-même. Parce que souvent, on se dit, OK, bon, je vais donner ce que je peux dans ce job-là, et là, je vois que j'ai une évolution, je peux partir là-bas, et c'est là-bas que je vais commencer à donner. Et ça, c'est une très mauvaise construction de carrière. Pour moi, la construction de carrière, c'est là, on vous pose. Là, je le vois, ça fait presque 30 ans que je suis dans ce métier et je vois comment les gens ont évolué. Il y a des gens qui ont des démarrages de carrière très, très rapides au départ, mais quand on les regarde 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, par rapport à d'autres personnes qui ont fait des démarrages de carrière beaucoup plus smooth, on voit un gap plus tard. Celui qui a démarré peut-être. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, ce qu'on me donne, je dois le faire très bien. Il faut se donner cette énergie-là. On oublie ce qui va venir plus tard. Il faut se donner à fond dans ce qu'on fait. Et j'estime que c'est franchement, aujourd'hui, même quand on fait des recrutements, c'est un élément qu'on regarde. Si quelqu'un rentre dans un job, il a déjà l'œil sur ce qu'il va faire plus tard, il ne va pas donner le maximum de lui-même. Et un autre élément, c'est que les gens parlent beaucoup de chance, et surtout au Maroc, on parle de chance, on parle de connexion, est-ce qu'on connaît les bonnes personnes. J'y crois pas beaucoup, moi, la chance, très honnêtement. La chance, c'est un peu comme le diplôme. C'est une clé, oui. On peut tomber un bon moment avec une bonne entreprise. Ça nous ouvre une porte. Certains, ça peut arriver, mais c'est 1% des cas. Mais une fois cette porte est ouverte, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, ce n'est pas la chance qui va déterminer. Moi, si vous prenez n'importe quel gamin aujourd'hui qui vient de la dirige dont je parle, je suis devenu, qui est dans une petite école publique, dans un petit village dans le sud ou dans le nord du Maroc,
et vous dites quelles sont les chances de ce gamin pour que plus tard il va prendre une direction générale dans une entreprise au Maroc, si on croit la croyance populaire aujourd'hui, on va dire zéro chance. Absolument. D'accord ? Il faut qu'il soit né dans une grande ville, qu'il va dans une école privée pour pouvoir réussir. Moi, je dis que c'est faux. La chance n'existe pas. C'est le hard work qui délivre en fin de compte. C'est cette volonté d'y arriver et être honnête, tout simplement. C'est que quand on vous donne quelque chose, il faut la faire honnêtement. Et c'est un des conseils que je donne aux gens. Arrêtez de parler de chance, de connexion, qu'il faut connaître des gens pour pouvoir évoluer au Maroc. Ça ne dépend que de vous. Ce n'est pas facile. Il est clair que ce n'est pas facile. Mais quand je dis ça, il ne faut pas attendre le moment pour commencer à travailler, pour dire maintenant il faut que je donne du hard work. Le hard work démarre beaucoup plus tôt que ça. Quand on est à l'université, il faut travailler. Quand on est à l'école, il faut travailler. Et c'est le travail qui paie en fin de compte. Un énorme merci Salah Eddine, vraiment. Merci pour ton temps, pour ta générosité, pour ces conseils. J'espère que toute la communauté Batenborg sera inspirée, également la Fondation Opportunité Idéale. Je trouve que c'est précieux pour les jeunes et les moins jeunes. Et j'espère à très très bientôt, Salah Eddine. Merci à toi, Sophia. Merci. On ne se serre pas la main à cause du Covid, mais à très bientôt. Au revoir, merci.